Pendant 3 ans, le silence régna dans une maison où 2 jumeaux refusaient de parler après avoir perdu leur mère. Ni les meilleurs médecins, ni toute la fortune de leur père millionnaire ne purent briser la barrière du traumatisme. Mais tout commença à changer lorsqu'une fille simple et pleine de vie entra dans cette maison sans couleur. Si cette belle histoire de dépassement et d'amour vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. En continuant. Le château des Belles Roses se dressait majestueusement au milieu des vignobles de la région bordelaise, imposant et magnifique sous le soleil de septembre. Pourtant, derrière ces murs de pierre centenaire, un silence pesant avait remplacé les rires et les cris d'enfants qui autrefois résonnaient dans ces couloirs. Depuis 3 longues années, les jumeaux Léon et Lucas Belle Rose vivaient dans un mutisme impénétrable, comme si leur voix s'était éteinte le même jour que celle de leur mère. Antoine Belle Rose, propriétaire de l'un des plus prestigieux domaines viticoles de France, se tenait debout près de la fenêtre de son bureau, contemplant l'horizon avec un regard vide. Son empire financier s'étendait bien au-delà des vignes qui entouraient le château, mais toute sa fortune semblait désormais insignifiante face à l'impossibilité de faire parler ses fils. « Monsieur », murmura Hélène, la gouvernante en entrant discrètement dans la pièce. « Le docteur Fournier est arrivé. » Antoine hocha la tête sans se retourner. Encore un spécialiste, le 5e cette année. Il avait fait venir des médecins de Paris, de Suisse, même des États-Unis, des psychologues, des psychiatres, des neurologues, des spécialistes en traumatisme infantile. Aucun n'avait réussi à percer la carapace de silence dans laquelle s'étaient enfermés Léon et Lucas. « Faites-le entrer », répondit-il d'une voix lasse. Le docteur Fournier était un homme d'une 60aine d'années, aux tempes grisonnantes et au regard bienveillant derrière des lunettes à monture fine. Il salua Antoine d'une poignée de main ferme. « Monsieur Belle Rose, je vous remercie de m'accueillir. J'ai étudié attentivement le dossier de vos fils. » Antoine fit un geste las de la main. « Vous savez alors que nous avons tout essayé. Le mutisme sélectif post-traumatique est un phénomène complexe, surtout chez des jumeaux aussi jeunes. Le lien qui les unit semble avoir renforcé leur mécanisme de défense. Ils ont créé leur propre monde. » Antoine serra les poings. « Un monde sans parole. Un monde où je ne peux pas les atteindre. Puis-je les rencontrer ?» Antoine conduisit le médecin à travers les couloirs du château jusqu'à une grande salle de jeu. Les jumeaux âgés de 8 ans étaient assis côte à côte devant une table basse. Ils dessinaient en silence, leurs mouvements parfaitement synchronisés, comme si une invisible chorégraphie guidait leurs gestes. Ils levèrent simultanément les yeux à l'entrée des adultes, leurs regards identiques, reflétant la même intensité troublante. « Léon, Lucas, voici le docteur Fournier qui est venu vous rencontrer, » annonça Antoine d'une voix douce. Les enfants observèrent l'inconnu sans réaction apparente, puis retournèrent à leur dessin. Le médecin s'approcha lentement et s'accroupit près d'eux, observant leur création. « Ce sont de très beaux dessins, » dit-il calmement. « Vous aimez dessiner ensemble ?» Aucune réponse, pas même un regard. Pendant 1 heure, le docteur Fournier tenta différentes approches. Il parla, posa des questions, proposa des jeux, mais se heurta au même mur de silence. Les jumeaux communiquaient entre eux par des regards, des gestes subtils, parfois un léger toucher de la main, mais aucun son ne franchissait leurs lèvres. De retour dans le bureau, le verdict tomba, identique à tous les précédents. « Je suis désolé. Monsieur Belle Rose, je peux proposer un traitement sur la durée, mais je ne vous promets pas de résultats immédiats. Le traumatisme est profondément ancré. » Antoine congédia le médecin avec une politesse mécanique. Quand la porte se referma, il s'effondra dans son fauteuil, le poids de l'échec pesant lourdement sur ses épaules. Il sortit de son tiroir une photographie encadrée. Juliette, son épouse, tenant les jumeaux dans ses bras, tous 3 souriant à l'objectif. Cette image semblait appartenir à une autre vie. À l'étage, Madame Belle Rose, la mère d'Antoine, observait la scène depuis le palier. Grande, élégante malgré ses 70 ans, Gisèle Belle Rose représentait la gardienne inflexible des traditions familiales. Elle avait désapprouvé le mariage de son fils avec Juliette, une simple institutrice sans fortune ni prestige familial. Aujourd'hui, elle contemplait les conséquences de cette mésalliance avec un mélange de tristesse et de résignation. Encore un charlatan. « Qui repart les poches pleines » murmura-t-elle, à Hélène qui passait dans le couloir avec un plateau de thé. Le désanté. Docteur semblait pourtant compétent. « Madame » osa répondre la gouvernante. « Compétent ? Personne n'est compétent dans cette maison depuis. » Elle s'interrompit,
refusant d'évoquer le drame qui avait bouleversé leur vie. Ces enfants ont besoin de discipline, pas de médecin qui les traite comme des cas d'étude. Hélène baissa les yeux, sachant qu'il valait mieux ne pas contredire la maîtresse des lieux. Elle descendit l'escalier pour rejoindre les cuisines, où le personnel s'affairait discrètement, parlant à voix basse comme si le silence des jumeaux avait contaminé l'ensemble du château. Dans la cuisine, Marguerite, la cuisinière, préparait le dîner avec précision. « Alors » demanda-t-elle à Hélène. « Ce nouveau médecin ?»« Comme les autres » soupira la gouvernante. « Monsieur est dévasté. »« Ce n'est pas normal » intervint Jean, le jardinier qui prenait son café à la table de la cuisine. 3 ans sans prononcer un mot. Et pourtant, ils comprennent tout. Ils obéissent quand on leur parle. « Ce sont des enfants intelligents » affirma Marguerite. « Trop intelligents, peut-être. Ils ont construit une forteresse autour d'eux. » « Monsieur se ruine en spécialiste, » poursuivit Hélène. « Et ses affaires en souffrent. J'ai entendu monsieur Richard, son associé, dire que plusieurs contrats importants avaient été perdus à cause de son manque d'attention. » La conversation fut interrompue par l'arrivée de Marie, la femme de chambre la plus ancienne du château. « Hélène, monsieur veut vous voir dans son bureau. Il parle de changement dans le personnel. » Un silence inquiet s'installa dans la cuisine. Tous savaient que la situation financière du domaine se détériorait. Antoine Belle-Rose, autrefois brillant homme d'affaires, n'était plus que l'ombre de lui-même, obsédé par la guérison de ses fils au point de négliger tout le reste. Hélène trouva Antoine penché sur des papiers, le visage marqué par l'épuisement. « Vous m'avez fait demander, monsieur ?»« Oui, Hélène. Je dois réduire le personnel. La situation n'est plus ce qu'elle était. Je comprends, monsieur. Nous devrons nous séparer de 3 personnes. Mais j'ai aussi besoin de quelqu'un pour s'occuper spécifiquement des jumeaux. Quelqu'un qui pourrait passer du temps avec eux, tenter une approche différente. Je pourrais peut-être... Non, Hélène, vous avez déjà trop à faire avec la gestion de la maison. Je pensais à quelqu'un de nouveau. Parfois, un regard neuf... Je connais peut-être quelqu'un, dit Hélène après un moment de réflexion. Une jeune veuve du village, Élodie Dufour. Son mari travaillait dans les vignes, avant son accident. Elle cherche du travail et a une petite fille. Antoine fronça les sourcils. Une enfant? Ce n'est pas idéal dans les circonstances. Au contraire, monsieur, peut-être que la présence d'une autre enfant pourrait, je ne sais pas, apporter quelque chose de différent. Antoine soupira, trop épuisé pour argumenter. Faites-la venir pour un entretien demain. Le lendemain matin, Élodie Dufour se présentait au château des Belle-Roses, sa petite Manon, âgée de 6 ans, tenant fermement sa main. Élodie était une femme de 30 ans, au visage doux encadré de cheveux châtains. Elle portait une robe simple mais soignée, et son regard reflétait une détermination tranquille. Hélène les accueillit à l'entrée de service. « Madame Dufour, je vous remercie d'être venue. Monsieur Belle-Rose vous attend dans son bureau. Votre fille peut rester avec moi pendant l'entretien. Si cela ne vous dérange pas, je préférerais qu'elle reste avec moi, » répondit Élodie d'une voix douce mais ferme. « Nous ne sommes jamais séparés longtemps. » Hélène hésita puis acquiesça. « Comme vous voulez. Suivez-moi. » Elles traversèrent les couloirs du château, Manon regardant autour d'elle avec des yeux émerveillés. La petite fille aux boucles brunes et aux grands yeux curieux s'arrêtait parfois pour admirer un tableau ou un objet décoratif. « C'est comme dans les contes de fées. »« Maman, » murmura-t-elle. « Chut, ma chérie, » répondit Élodie en serrant sa main. « Rappelle-toi ce que nous avons dit. Tu dois être très sage. » Lorsqu'elles entrèrent dans le bureau d'Antoine, celui-ci leva des yeux surpris vers la petite fille. Il s'était attendu à voir la veuve seule. « Madame Dufour, dit-il en se levant, je vous remercie d'être venue. »« C'est moi qui vous remercie de me recevoir, monsieur Belle-Rose, » répondit Élodie en inclinant légèrement la tête. « Voici ma fille, Manon. » La petite fit une révérence maladroite qui arracha un sourire fugace à Antoine, le premier depuis longtemps. « Bonjour, monsieur, » dit-elle d'une voix claire. « Vous avez un très beau château. »« Merci, Manon, » répondit Antoine, étrangement touché par la spontanéité de l'enfant. L'entretien commença, et Antoine fut rapidement impressionné par la dignité tranquille d'Élodie, son intelligence et sa franchise. Elle ne cachait pas sa situation difficile, mais refusait de s'apitoyer sur son sort. « Je cherche un travail, pas la charité, » affirma-t-elle. « Je suis prête à travailler dur pour offrir un avenir à ma fille. »« Le poste concerne principalement mes fils, » expliqua Antoine. « Ils ont des difficultés particulières. Hélène m'a expliqué pour le mutisme. J'ai travaillé comme aide-soignante avant mon mariage.
Je sais être patiente. » Alors qu'il parlait, la porte du bureau s'entr'ouvrit silencieusement. Léon et Lucas, attirés par la voix enfantine qu'ils avaient entendue depuis le couloir, observaient discrètement la scène. Manon fut la première à les remarquer. « Bonjour », lança-t-elle joyeusement. « Je m'appelle Manon. Vous voulez jouer avec moi ?» Chapitre 2. Une lumière dans l'obscurité. Antoine se figea, le regard rivé sur ses fils qui se tenaient dans l'encadrement de la porte. C'était la première fois depuis l'incident qu'il s'approchait volontairement d'un étranger. Les jumeaux restèrent immobiles, observant Manon avec une curiosité non dissimulée. Leurs yeux identiques, d'un bleu profond, semblaient analyser cette petite intruse qui osait briser les règles tacites de leur forteresse silencieuse. « Léon, Lucas !» dit doucement Antoine, craignant de briser ce moment fragile. « Venez, je vous présente Madame Dufour et sa fille Manon. » Les jumeaux ne bougèrent pas, mais leur regard restait fixé sur la petite fille qui, contrairement aux adultes habituellement intimidés par leur silence, leur souriait avec une simplicité désarmante. « Vous êtes jumeaux ?» demanda Manon en s'approchant d'eux sans hésitation. « C'est génial. J'ai toujours voulu avoir une sœur jumelle. On pourrait échanger nos places et personne ne le saurait. » Élodie se leva, inquiète de l'indiscrétion de sa fille. « Manon, laisse ces garçons tranquilles. » Mais Antoine leva une main pour l'arrêter. « Non, laissez-la, murmura-t-il, une lueur d'espoir naissant dans son regard fatigué. Manon s'avança jusqu'aux jumeaux et tendit sa petite main. « Vous voulez voir mon trésor ? J'ai trouvé un caillou qui brille comme une étoile sur le chemin. » Elle fouilla dans la poche de sa robe et en sortit un morceau de quartz ordinaire, mais ses yeux brillaient comme s'il s'agissait du plus précieux des diamants. À la surprise générale, Léon, ou était-ce Lucas, tendit lentement la main pour toucher la pierre. Son frère fit de même, et leurs doigts effleurèrent simultanément le trésor de Manon. « On peut aller jouer ?» demanda la fillette, inconsciente du miracle qui se déroulait sous les yeux stupéfaits des adultes. Les jumeaux échangèrent un regard, ce dialogue silencieux qu'eux seuls comprenaient, puis hochèrent la tête à l'unisson. Manon leur prit la main sans cérémonie et les entraîna hors de la pièce. « Manon !» appela Élodie embarrassée. « Excuse-moi, » dit-elle à Antoine. « Elle est très spontanée. »« Ne vous excusez pas, » répondit Antoine, la voix tremblante d'émotion. « C'est la première fois que je les vois réagir ainsi à quelqu'un depuis très longtemps. » Il se dirigea vers la porte pour observer les enfants qui s'éloignaient dans le couloir, Manon bavardant joyeusement, tandis que les jumeaux la suivaient docilement. « Madame Dufour, le poste est à vous si vous le souhaitez. Vous pouvez commencer immédiatement. » Élodie cligna des yeux, surprise par cette décision soudaine. « Monsieur Belrose, vous êtes sûr? Vous ne connaissez rien de moi. »« Je sais l'essentiel, » répondit-il en regardant les enfants disparaître au bout du couloir. « Votre fille vient d'accomplir en 2 minutes ce que des spécialistes renommés n'ont pas réussi en 3 ans. » Ainsi commença la nouvelle vie d'Élodie et Manon Dufour au château des Belles-Roses. Elles s'installèrent dans une petite suite de 2 pièces au 2e étage, non loin des chambres des jumeaux. Élodie s'inquiétait que sa fille ne se sente perdue dans ce vaste environnement, mais Manon s'adapta avec cette étonnante capacité qu'ont les enfants à transformer n'importe quel espace en terrain de jeu. Dès le premier jour, une routine s'établit naturellement. Chaque matin, Manon se rendait dans la chambre des jumeaux et, par sa simple présence, les incitait à suivre leur programme quotidien. Elle ne semblait pas dérangée par leur silence, comblant l'absence de leur voix par son propre bavardage incessant. Maman dit que les gens parlent trop sans réfléchir, confia-t-elle aux garçons alors qu'ils dessinaient ensemble dans la salle de jeu. Vous réfléchissez beaucoup, c'est pour ça que vous ne parlez pas, hein? Les jumeaux échangèrent un regard, puis Lucas, Élodie commençait à les distinguer par de subtiles différences dans leurs expressions, esquissa un petit sourire. 1 semaine passa, puis 2. Antoine observait avec un mélange d'émerveillement et d'impatience la transformation qui s'opérait chez ses fils. S'ils ne parlaient toujours pas, leur langage corporel avait changé. Ils semblaient plus ouverts, plus présents. Parfois, ils surprenaient même un sourire fugace sur leurs lèvres lorsque Manon leur racontait une histoire abracadabrante ou leur montrait une nouvelle trouvaille. Élodie, quant à elle, s'acquittait de ses tâches avec discrétion et efficacité. Elle passait ses journées à s'occuper des jumeaux, organisant des activités, veillant à leurs besoins tout en gardant un œil sur sa propre fille. Le soir, lorsque les enfants dormaient, elle aidait aux tâches ménagères, soulageant Hélène d'une partie de son travail.
Vous êtes une bénédiction. » Elle lui confia la gouvernante un soir qu'elle préparait ensemble le programme du lendemain. « Monsieur a retrouvé espoir, ça se voit dans ses yeux. » Élodie sourit modestement. « C'est Manon qui a créé ce lien, pas moi. Ne vous sous-estimez pas. Votre calme, votre patience, les jumeaux y sont sensibles, et monsieur aussi. » Cette remarque fit rougir légèrement Élodie, qui changea rapidement de sujet. Elle était consciente des regards qu'Antoine posait parfois sur elle lorsqu'il croyait qu'elle ne le remarquait pas. Des regards où se mêlaient gratitude, curiosité et quelque chose de plus profond qu'elle n'osait pas nommer. Antoine, de son côté, luttait contre des sentiments contradictoires. La présence d'Élodie et de sa fille avait apporté une chaleur au château qu'il croyait à jamais perdue. Mais il se sentait coupable de cette chaleur, comme s'il trahissait le souvenir de Juliette. Parfois, la nuit, il se réveillait en sursaut, persuadé d'avoir entendu la voix de sa femme, lui reprochant d'inviter d'autres femmes dans leur maison. Un matin, alors qu'il se rendait à son bureau, Antoine entendit des éclats de rire provenant du jardin. Il s'approcha de la fenêtre et vit un spectacle qui lui serra le cœur. Manon courait entre les parterres de fleurs, poursuivie par les jumeaux qui souriaient largement. Derrière eux, Élodie surveillait la scène, assise sur un banc, son visage illuminé par un sourire paisible. Cette image de bonheur simple, cette famille improvisée qui se dessinait sous ses yeux, provoqua chez Antoine un mélange de joie et de douleur si intense qu'il dut s'appuyer contre le mur. Il joue maintenant. La voix sèche de sa mère le fit sursauter. Gisèle Belle-Rose se tenait à côté de lui, observant la même scène avec un regard beaucoup moins attendri. « Oui, mère, n'est-ce pas merveilleux ?»« répondit Gisèle, pinçant les lèvres. « Il court et rit, mais il ne parle toujours pas. C'est déjà un immense progrès. Un progrès orchestré par cette femme et sa fille. » Le ton de Gisèle contenait une désapprobation à peine voilée. Antoine se tourna vers sa mère, irrité. « Cette femme s'appelle Élodie Dufour, et grâce à elle et à Manon, mes fils commencent à revivre. Notre maison commence à revivre. »« Notre maison ?» répéta Gisèle avec un petit rire sec. « Cette maison appartient aux Belle-Rose depuis 5 générations. Elle n'est pas destinée à devenir le terrain de jeu d'une veuve du village et de sa fille. Mère, je vous en prie, soupira Antoine, trop fatigué pour affronter une nouvelle fois l'élitisme de Gisèle. Je te connais. Antoine, poursuivit-elle implacable, je vois comment tu la regardes. N'oublie pas qui tu es, ni ce que tu dois à cette famille. Sur ces mots, elle tourna les talons, laissant son fils partagé entre colère et confusion. Antoine savait que sa mère avait toujours eu une vision rigide de leur position sociale. Pour elle, le prestige du nom des Belle-Rose passait avant tout, y compris le bonheur personnel. C'était cette même vision qui l'avait amené à s'opposer à son mariage avec Juliette, une simple institutrice sans fortune ni titre. Il chassa ses pensées et décida de rejoindre les enfants dans le jardin. À son approche, les jumeaux ralentirent leur course, mais ne se figèrent pas comme ils l'auraient fait quelques semaines plus tôt. « Bonjour, monsieur Belle-Rose » s'écria Manon en courant vers lui. « On joue à chat perché, vous voulez jouer avec nous ?» Antoine sourit, touché par la simplicité de cette invitation. « Peut-être une autre fois, Manon, je dois travailler aujourd'hui. »« Oh » fit la fillette visiblement déçue. « Les grandes personnes travaillent toujours trop. » Manon intervint Élodie qui s'était approchée. « N'embête pas, monsieur Belle-Rose. »« Ce n'est rien, » assura Antoine. « Et elle a raison, je travaille probablement trop. » Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant le monde sembla s'arrêter autour d'eux. Élodie fut la première à détourner les yeux, les joues légèrement roses. « Les garçons progressent remarquablement, » dit-elle pour rompre ce moment d'intimité inattendue. « Hier, Lucas a presque ri quand Manon a fait tomber son chapeau dans la fontaine. » Antoine hocha la tête, reconnaissant pour ce retour à un terrain plus neutre. « Je l'ai remarqué aussi. Il semble plus présent. »« Ils sont toujours là, » dit doucement Élodie. « Ils n'ont jamais cessé d'être là. C'est juste qu'ils se protégeaient de la douleur de la seule façon qu'ils connaissaient. » Cette observation, simple mais profonde, frappa Antoine. Pendant 3 ans, il avait considéré le mutisme de ses fils comme une barrière les séparant de lui, une prison dont il devait les libérer. Mais peut-être était-ce aussi un refuge, un moyen de survivre à l'insupportable. « Comment faites-vous » demanda-t-il à voix basse. Pour comprendre si facilement ce que tant de spécialistes n'ont pas vu, Élodie haussa les épaules avec modestie. « Je ne suis pas plus intelligente qu'eux, monsieur. C'est juste que, quand on a connu la perte, on reconnaît ces signes chez les autres. »
Elle laissa son regard dériver vers Manon, qui jouait maintenant à cache-cache avec les jumeaux. Ma fille a perdu son père quand elle avait 3 ans. Pendant des mois, elle faisait des cauchemars, refusait de quitter mes bras. Sa façon de surmonter ça a été de parler sans cesse, comme si le silence lui rappelait trop ce qui manquait. Vos fils ont choisi la voie opposée, mais la source est la même, la peur de perdre encore plus. Antoine sentit sa gorge se nouer. Pour la première fois depuis longtemps, il avait l'impression que quelqu'un comprenait vraiment sa douleur, non pas en tant que cas médical ou tragédie sociale, mais comme une expérience humaine partagée. « Je suis désolé pour votre mari, dit-il sincèrement. « Et je suis désolé pour votre épouse, répondit-elle simplement. Ce moment de complicité fut interrompu par un cri de joie de Manon qui venait de découvrir les jumeaux cachés derrière un buisson. Les enfants riaient, et ce son cristallin résonna dans le jardin comme une promesse de jours meilleurs. Chapitre 3. Les premiers mots. Un mois s'était écoulé depuis l'arrivée d'Élodie et Manon au château des Belles Roses. L'automne s'installait doucement sur la région bordelaise, teintant les vignes de rouge et d'or. Ce matin-là, une fine brume enveloppait le domaine, donnant au château des allures de demeure fantomatique, sorties tout droit d'un conte ancien. Dans la cuisine, l'effervescence régnait. C'était l'anniversaire des jumeaux, et malgré les circonstances particulières, Antoine avait insisté pour que l'événement soit célébré. Marguerite s'affairait autour d'un imposant gâteau au chocolat, tandis qu'Hélène préparait la salle à manger, avec des décorations discrètes mais festives. « Vous croyez qu'ils apprécieront ?» demanda Marguerite, en disposant délicatement 9 bougies sur le gâteau. « Les pauvres petits n'ont pas fêté leur anniversaire depuis. » Elle s'interrompit, évitant comme toujours d'évoquer directement le drame qui avait frappé la famille. Hélène posa une main compatissante sur son épaule. « L'idée vient de mademoiselle Manon, expliqua-t-elle, et tout ce qui vient d'elle semble leur plaire. Cet enfant est un véritable rayon de soleil, approuva Marguerite. Hier encore, je l'ai vu entraîner les jumeaux dans une partie de cache-cache dans tout le château. Il souriait, Hélène. Il souriait vraiment. » La porte de la cuisine s'ouvrit sur Élodie, les cheveux encore humides de sa douche matinale. Vêtue d'une simple robe bleu ciel qui mettait en valeur son teint clair et ses yeux noisettes. « Bonjour, » dit-elle avec un sourire timide. « Puis-je aider à quelque chose ?»« Tout est presque prêt, » assura Marguerite. « Comment va Manon ce matin ? Elle était si excitée hier soir qu'elle a dû avoir du mal à s'endormir. »« Elle a effectivement mis du temps à trouver le sommeil, » confirma Élodie en riant. Elle est tellement impatiente de donner ses cadeaux aux garçons. Des cadeaux? S'étonna Hélène. Rien d'extravagant, précisa Élodie soudain gênée. Elle a fabriqué des bracelets d'amitié avec des fils et des perles que je lui ai achetées au marché. Un rouge pour Léon, un bleu pour Lucas. Elle est très fière de les avoir faits elle-même. Les 2 employés échangèrent un regard attendri. Depuis l'arrivée de cette modeste famille dans leur quotidien, l'atmosphère du château avait changé. La lourdeur qui pesait sur chaque pièce semblait s'être allégée, comme si les fenêtres longtemps fermées s'étaient entr'ouvertes pour laisser entrer l'air frais. Au même moment, Antoine se trouvait dans son bureau, en conversation téléphonique avec Richard Mercier, son associé et ami d'enfance. « Bien sûr que je serai présent à la réunion, » assurait-il. « Les contrats avec les distributeurs américains sont une priorité. Je pars pour Paris demain matin. Je suis soulagé de l'entendre. » répondit Richard à l'autre bout du fil. « Tu sembles aller mieux, Antoine. Ta voix est différente. » Antoine sourit faiblement. « Les choses évoluent ici. Lentement mais sûrement. Les garçons. Toujours pas de mots, mais des progrès considérables dans leur comportement. Ils jouent. Ils sourient parfois. C'est plus que tout ce que nous avons obtenu en 3 ans. C'est merveilleux. À quoi attribues-tu ce changement ?» Antoine hésita un instant. À une présence nouvelle au château, une employée et sa fille. La petite a... comment dire? Elle a percé leur bulle d'une façon que je ne comprends pas encore totalement. Une employée, hein? Le ton de Richard était taquin. Belle? Richard? Soupira Antoine. Excuse-moi, rit son ami. C'est juste que... Ça fait si longtemps que tu t'es isolé dans ta douleur. Te savoir entouré de nouvelles personnes me fait plaisir. Après avoir raccroché, Antoine resta pensif. Était-il en train de sortir de sa douleur? L'idée provoquait en lui un étrange sentiment de culpabilité. Comme si accepter un peu de lumière dans sa vie était une
était une forme de trahison envers Juliette. Ses réflexions furent interrompues par de légers coups à la porte. Élodie entra, portant un plateau avec une tasse de café. « Pardonnez-moi de vous déranger, monsieur, » dit-elle. « Hélène m'a demandé de vous rappeler que tout sera prêt dans 1 heure pour l'anniversaire des jumeaux. »« Merci, Élodie, » répondit-il en acceptant le café. « Vous vous joindrez à nous, bien sûr ? Je ne voudrais pas m'imposer lors d'une célébration familiale. »« Vous plaisantez ?» Antoine la regarda avec étonnement. « Vous et Manon êtes la raison pour laquelle cet anniversaire a un sens. Sans vous, nous serions encore enfermés dans notre prison de silence. » Élodie baissa les yeux, touchée par ces paroles. « Nous serons là, alors. Manon ne me le pardonnerait pas si nous manquions ça. » Un silence confortable s'installa entre eux, ni l'un ni l'autre ne semblant pressé de le rompre. Finalement, Antoine posa sa tasse et se leva. « J'ai une faveur à vous demander, dit-il. Je dois me rendre à Paris demain pour affaires. Ce sera la première fois que je m'éloigne des garçons depuis très longtemps. Accepteriez-vous de veiller particulièrement sur eux pendant mon absence ? » « Bien sûr, » répondit Élodie sans hésitation. « Combien de temps serez-vous absent ? 3 jours, peut-être 4. Pas plus. Ne vous inquiétez pas, nous prendrons soin d'eux. » Antoine la remercia d'un signe de tête, puis ajouta d'une voix plus hésitante. « Ma mère sera présente, bien entendu. Mais elle et les garçons, disons que leur relation est compliquée. » Élodie hocha la tête, comprenant le message implicite. Depuis son arrivée, elle avait remarqué la distance que Gisèle Belle-Rose maintenait avec ses petits-fils, une froideur qui semblait moins dirigée contre eux que contre le souvenir de leur mère qu'ils portaient en eux. « Tout se passera bien, » assura-t-elle avec un sourire rassurant. 1 heure plus tard, la petite fête d'anniversaire commençait dans la salle à manger. Les jumeaux, habillés de costumes identiques, se tenaient côte à côte, observant avec une curiosité non dissimulée les décorations et le gâteau. Manon, dans sa plus belle robe, sautillait d'excitation. « Joyeux anniversaire !» s'écria-t-elle, en tendant au garçon 2 petits paquets soigneusement emballés dans du papier coloré. « C'est moi qui les ai faits. » Les jumeaux prirent les cadeaux, échangeant un de leurs regards synchronisés, avant de les ouvrir délicatement. Leurs visages s'illuminèrent en découvrant les bracelets artisanaux. « Le rouge, c'est pour Léon, » expliqua Manon, « parce que tu aimes dessiner avec le crayon rouge. Et le bleu pour Lucas, parce que tu préfères regarder le ciel. » Antoine observait la scène avec émotion, impressionné par la capacité de la petite fille à distinguer ses fils et à percevoir leurs préférences subtiles. Même lui avait parfois du mal à les différencier quand ils étaient de dos. Gisèle Belle-Rose, assise un peu à l'écart, suivait l'interaction avec un mélange de scepticisme et de curiosité. Elle devait admettre que la présence de cet enfant semblait bénéfique, mais elle restait sur ses gardes, méfiante envers cette intrusion dans leur monde. « Il est temps de souffler les bougies », annonça Hélène en apportant le gâteau. « N'oubliez pas de faire un vœu. » Les jumeaux se penchèrent ensemble au-dessus des bougies, leurs visages identiques reflétant la même concentration. Puis, d'un mouvement parfaitement synchronisé, ils soufflèrent. Toutes les bougies s'éteignirent d'un coup, déclenchant les applaudissements des adultes et les exclamations joyeuses de Manon. « Bravo !» s'écria-t-elle. « Maintenant, vous devez couper le gâteau ensemble. C'est la tradition. » Les jumeaux prirent le couteau qu'Hélène leur tendait et, ensemble, le plongèrent dans le chocolat moelleux. Manon les guidait avec enthousiasme, parlant sans cesse, expliquant des traditions d'anniversaire qu'elle inventait probablement sur le moment. « Et maintenant, il faut danser. On danse toujours aux anniversaires. » Sans attendre de réponse, elle saisit les mains des garçons et commença à tourner avec eux. Contre toute attente, ils suivirent le mouvement, d'abord maladroitement, puis avec plus d'assurance. Bientôt, les 3 enfants formaient une ronde joyeuse, Manon chantant une comptine populaire, tandis que les jumeaux souriaient largement. Antoine sentit son cœur se serrer devant ce spectacle. Il n'avait pas vu ses fils aussi heureux depuis si longtemps. Élodie, qui se tenait près de lui, semblait tout aussi émue. « Elle a un don, » murmura Antoine. « La simplicité des enfants, » répondit Élodie à voix basse. « Ils ne connaissent pas encore toutes les barrières que nous, adultes, construisons. » La danse s'accéléra, et soudain le pied de Manon glissa sur le parquet. Elle tomba en arrière, entraînant Lucas dans sa chute. Il y eut un moment de silence horrifié, tous les adultes craignant que cet incident ne brise la magie du moment. Puis Manon éclata de rire, un son si contagieux que Lucas, après un instant de surprise, sourit à son tour. « Pardon », dit-elle entre 2 éclats de rire. « Je suis trop maladroite. »
Et alors, l'impensable se produisit. Ce n'est pas grave, murmura Lucas d'une voix rauque à peine audible. Le silence qui suivit fut assourdissant. Antoine sentit ses jambes se dérober sous lui et dut s'appuyer contre le mur. Élodie porta une main à sa bouche, les yeux écarquillés. Hélène et Marguerite se figèrent, n'osant pas y croire. Même Gisèle se leva brusquement de sa chaise. Manon, inconsciente du miracle qui venait de se produire, continua naturellement. « Tu vois, on peut tomber et se relever. Ce n'est pas si terrible. » Lucas regarda son frère, qui semblait aussi stupéfait que les adultes. Puis, prenant une profonde inspiration, il répéta « Ce n'est pas grave. » Manon. Cette fois, sa voix était plus assurée, comme si la glace qui avait emprisonné ses cordes vocales pendant 3 ans venait enfin de se briser. Antoine s'approcha lentement, craignant que le moindre geste brusque ne rompe l'enchantement. Il s'agenouilla devant son fils, les yeux brillants de larmes contenues. « Lucas, murmura-t-il, la voix tremblante, tu as parlé. » L'enfant hocha la tête, semblant lui-même étonné par ce qu'il venait de faire. Puis il regarda son frère avec insistance, comme pour l'encourager. Léon hésita, ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. La peur se lisait dans son regard. La peur de franchir cette frontière invisible qui les avait protégés pendant si longtemps. « Ce n'est pas une obligation. »« Léon !» dit doucement Élodie qui s'était approchée. Chacun à son rythme. Le garçon la regarda avec gratitude. Lucas, de son côté, se tourna vers son père. « Papa !» dit-il simplement, et ce seul mot contenait 3 ans de silence, 3 ans de douleur refoulée. Antoine ne put retenir ses larmes plus longtemps. Il attira ses 2 fils contre lui, dans une étreinte maladroite mais sincère. Lucas se laissa faire tandis que Léon restait plus rigide, mais ne se dégagea pas. « Je savais que vous alliez revenir, » murmura Antoine. « Je l'ai toujours su. » Manon, fidèle à elle-même, brisa ce moment d'intense émotion avec sa simplicité d'enfant. « Est-ce qu'on peut manger le gâteau maintenant ?»« Il a l'air tellement bon !» Un rire collectif suivit cette remarque, dissipant la tension. La fête reprit, mais dans une atmosphère transformée. Lucas parlait peu, choisissant ses mots avec précaution, comme s'il redécouvrait le pouvoir de la parole. Léon, lui, restait silencieux, mais son langage corporel avait changé. Il semblait plus détendu, comme si le pas franchi par son frère l'avait soulagé d'un poids. Chapitre 4. Résistance et découverte. Le départ d'Antoine pour Paris le lendemain matin fut empreint d'émotions contradictoires. D'un côté, la joie immense d'avoir entendu la voix de Lucas après 3 longues années de silence. De l'autre, l'appréhension de s'éloigner à ce moment précis où tout semblait enfin s'améliorer. « Je peux reporter ce voyage », proposa-t-il à Élodie alors qu'il se tenait dans le hall d'entrée, sa valise déjà chargée dans la voiture qui l'attendait. « Non », répondit-elle fermement, « ces contrats sont importants pour l'avenir du domaine. Et puis ça, nous serons là. Lucas continuera à progresser, et qui sait, peut-être que Léon se lancera aussi. » Antoine hésita encore, puis acquiesça. « Vous avez raison. Je dois faire confiance au processus. » Il baissa la voix. « Ma mère, elle peut être exigeante parfois. Ne la laissez pas vous intimider. » Élodie sourit. « Ne vous inquiétez pas pour moi, monsieur Belle-Rose. Je sais gérer les personnalités difficiles. » Antoine, corrigea-t-il doucement. « Après tout ce que vous avez fait pour ma famille, je pense que nous pouvons laisser tomber les formalités, du moins en privé. » Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, le temps sembla suspendu. Puis des petits pas résonnèrent dans l'escalier, brisant ce moment. « Vous partez déjà ?» ça demanda Lucas, descendant lentement les marches, son frère le suivant comme une ombre. Antoine s'agenouilla pour être à leur hauteur. « Je dois aller à Paris pour le travail. Je reviendrai dans quelques jours. » Lucas hocha la tête, compréhensif mais visiblement déçu. Léon, fidèle à son silence, se contenta de fixer intensément son père. « J'ai quelque chose pour vous, » continua Antoine en sortant 2 petites boîtes de sa poche. « Pour célébrer votre anniversaire et le retour de ta voix, Lucas. » Les jumeaux ouvrirent leur cadeau pour découvrir 2 montres identiques, simples mais élégantes. « Ce sont des montres d'hommes, » expliqua Antoine avec émotion. « Parce que vous grandissez si vite. Regardez à l'intérieur. À l'arrière de chaque montre était gravée une inscription. Le temps nous appartient AB. Quand vous regarderez l'heure, souvenez-vous que chaque seconde nous appartient, que nous pouvons choisir comment la vivre, même dans les moments difficiles. » Lucas caressa l'inscription du bout des doigts, puis murmura « Merci, papa ». Léon ne dit rien,
mais ses yeux brillaient d'une émotion contenue. Il enfila sa montre et la montra fièrement à son frère. Après les dernières recommandations et les adieux, Antoine monta dans la voiture. En regardant par la fenêtre, il vit ses fils debout sur le perron, encadrés par Élodie qui posait une main protectrice sur l'épaule de chacun. L'image le frappa par sa simplicité et sa force. Pour la première fois depuis longtemps, il partait l'esprit presque en paix. Une fois Antoine parti, la dynamique au château changea subtilement. Gisèle Belle-Rose, qui s'était tenue en retrait ces dernières semaines, commença à affirmer davantage sa présence et son autorité. Dès le premier matin, elle apparut dans la salle à manger pendant le petit déjeuner des enfants, scrutant d'un œil critique l'organisation établie par Élodie. « Bonjour. »« Madame Belle-Rose, » salua poliment Élodie. « Souhaitez-vous vous joindre à nous ?»« Je viens simplement m'assurer que tout se déroule conformément aux habitudes de cette maison, » répondit Gisèle avec une froideur calculée. Elle observa les jumeaux qui mangeaient leurs tartines, puis Manon qui racontait avec animation une histoire impliquant une princesse et un dragon. Son regard s'attarda sur la petite fille, avec une désapprobation non dissimulée. « Cet enfant parle beaucoup. » commenta-t-elle. « C'est sa nature, » répondit simplement Élodie. « Une nature qu'il conviendrait peut-être de discipliner. Dans cette maison, Madame Dufour, nous valorisons la retenue et les bonnes manières. » Manon s'interrompit, soudain consciente d'être le sujet de la conversation. Son sourire s'effaça, remplacé par une expression incertaine. « J'ai fait quelque chose de mal ?» demanda-t-elle à voix basse. « Non, ma chérie, » assura Élodie en lui caressant les cheveux. « Continue ton histoire. Les garçons adorent l'entendre. » Gisèle émit un petit son désapprobateur, mais n'insista pas. Elle s'approcha des jumeaux, posant une main sur l'épaule de Léon. « J'ai entendu dire que ton frère a retrouvé l'usage de la parole, » dit-elle d'une voix étrangement douce. « Qu'en est-il de toi, mon petit ?» Léon baissa les yeux, visiblement mal à l'aise. Lucas vint à son secours. « Il parlera quand il sera prêt, grand-mère, » dit-il avec une assurance surprenante pour son âge. Gisèle parut déconcertée par cette réponse. Elle regarda Lucas comme si elle le voyait vraiment pour la première fois, puis hocha brièvement la tête avant de quitter la pièce. « Elle fait peur. Votre dame, » chuchota Manon une fois que Gisèle fut partie. « C'est la grand-mère des garçons, » expliqua doucement Élodie. « Et elle a connu beaucoup de chagrin tout comme eux. » Cette interaction marqua le début d'une série de petites confrontations entre Gisèle et Élodie. L'aïeule semblait déterminée à maintenir une certaine vision de l'éducation, formelle, distante, privilégiant la discipline à l'affection. Elle critiquait subtilement les méthodes d'Élodie, jugeant les jeux trop bruyants, les activités trop désordonnées et l'ambiance générale trop familière. Élodie, pour sa part, s'efforçait de rester respectueuse tout en protégeant l'espace de liberté et de guérison qu'elle avait créé pour les enfants. Elle comprenait instinctivement que le progrès de Lucas et l'ouverture progressive de Léon dépendaient de cet environnement de confiance et d'acceptation. Le troisième jour de l'absence d'Antoine, alors que les enfants jouaient dans le jardin malgré le temps frais, Gisèle convoqua Élodie dans le petit salon. La jeune femme s'y rendit avec une appréhension qu'elle s'efforçait de masquer. « Asseyez-vous. »« Madame Dufour, » ordonna Gisèle, désignant une chaise face à elle. Élodie obéit, gardant le dos droit et les mains croisées sur ses genoux. « Je vais être directe, » commença Gisèle. « Je reconnais que votre présence et celle de votre fille ont eu un effet positif sur mes petites-fils. Le fait que Lucas parle à nouveau est miraculeux. Et je ne peux le nier. »« Merci, madame, » répondit prudemment Élodie, sentant que cette concession n'était qu'un préambule. « Cependant, » poursuivit Gisèle, « je m'inquiète des conséquences à long terme. Ces enfants sont les héritiers d'une des plus grandes familles viticoles de France. Leur éducation doit refléter leur position. Avec tout le respect que je vous dois, Madame Belle-Rose, ces enfants sont avant tout des enfants qui ont traversé un traumatisme terrible. Ils ont besoin de jouer, de rire, de se sentir en sécurité avant de pouvoir endosser le rôle que vous envisagez pour eux. » Gisèle pinça les lèvres, contrariée par cette résistance. « Ce n'est pas tout. J'ai également remarqué la familiarité qui s'installe entre vous et mon fils. » Élodie sentit son visage s'empourprer malgré elle. « Je ne comprends pas ce que vous insinuez. Ne jouons pas à ce jeu, ma chère. Je vois comment il vous regarde et comment vous le regardez en retour. Antoine est vulnérable depuis la tragédie. Sa gratitude envers vous pourrait facilement se transformer en autre chose. » Madame Belle-Rose, protesta Élodie, partagée entre l'indignation et l'embarras,
Je n'ai jamais... Écoutez-moi bien, coupa Gisèle, se penchant légèrement en avant. Je ne doute pas de vos bonnes intentions. Vous semblez être une femme décente, mais vous devez comprendre que certaines barrières ne sont pas faites pour être franchies. Antoine Belle-Rose dirige un empire familial vieux de plusieurs générations. Son avenir et celui de ses fils sont liés à des alliances stratégiques, des considérations que vous ne pouvez pas comprendre. Élodie sentit une colère froide monter en elle, mais elle la contint, consciente que s'emporter ne servirait à rien. « Je suis ici pour aider les jumeaux », dit-elle d'une voix ferme. « Rien de plus. Si ma présence les aide à guérir, alors j'ai rempli mon rôle. Quant au reste, ce sont des suppositions que je ne peux ni confirmer ni infirmer. » Gisèle l'observa longuement, cherchant une faille dans sa détermination. « J'ai fait quelques recherches sur vous », révéla-t-elle finalement. « Votre situation financière avant d'arriver ici était préoccupante, n'est-ce pas? Des dettes laissées par votre défunt mari, un loyer en retard, des factures impayées. » Élodie pâlit. « Comment avez-vous? Cette famille a des relations, ma chère. Rien de ce qui concerne les Belle-Rose n'est laissé au hasard. » Gisèle marqua une pause. « Je ne vous juge pas. La vie est difficile pour une veuve avec un enfant. Mais comprenez que cette situation temporaire ne peut pas devenir permanente, pour le bien de tous. » La conversation fut interrompue par l'arrivée impromptue de Manon qui fit irruption dans le salon, essoufflée et les joues rouges d'excitation. « Maman, maman, il faut que tu viennes tout de suite, » s'écria-t-elle. « Manon, » réprimanda doucement Élodie, « on ne rentre pas ainsi sans frapper. »« Mais c'est important. » Insista la petite fille. « C'est Léon. Il a parlé. Il a dit mon nom. » Élodie se leva d'un bond, oubliant instantanément la conversation avec Gisèle. « Où est-il? »« Dans le jardin, près de la fontaine. Viens vite. » Elles se précipitèrent toutes les deux hors du salon, suivies plus lentement par Gisèle, dont l'expression mêlait surprise et scepticisme. Dans le jardin, Lucas se tenait près de son frère, un bras passé autour de ses épaules dans un geste protecteur. Léon semblait à la fois effrayé et fier, comme un alpiniste qui vient d'atteindre un sommet périlleux. « Léon, » dit doucement Élodie en s'approchant, « Manon me dit que tu as parlé ?» Le garçon la regarda avec une intensité troublante. Puis, après une profonde inspiration, murmura « Oui ». Ce simple mot, prononcé d'une voix rauque et hésitante, fit monter les larmes aux yeux d'Élodie. Manon sautillait sur place, incapable de contenir sa joie. « Il a dit mon nom », répéta-t-elle. On jouait à la balle, et elle est tombée dans la fontaine, et il a dit Manon comme ça, tout doucement. Lucas souriait largement, visiblement fier de son frère. « On savait parler », expliqua-t-il à Élodie. « On avait juste peur. »« Peur de quoi, mon chéri ?» demanda gentiment Élodie. Les jumeaux échangèrent un regard, ce dialogue silencieux qu'ils maîtrisaient si bien. « Peur que les mots fassent mal », répondit Lucas après un moment. Gisèle s'était approchée et se tenait maintenant à quelques pas du groupe. Pour la première fois depuis qu'Élodie la connaissait, l'expression sévère de la vieille dame s'était adoucie, laissant entrevoir une vulnérabilité inattendue. « Léon », appela-t-elle doucement, « voudrais-tu me dire quelque chose à moi aussi ?» Le garçon hésita, regardant tour à tour son frère, Élodie et Manon qui l'encourageaient d'un hochement de tête enthousiaste. Finalement, il s'avança vers sa grand-mère et d'une voix à peine audible mais distincte, prononça « Bonjour, grand-mère ». Gisèle porta une main à sa bouche, incapable de dissimuler son émotion. Dans ces deux mots simples, elle entendait l'écho d'une voix qu'elle avait cru à jamais éteinte. « Bonjour, mon petit », répondit-elle, les larmes aux yeux. Ce moment de grâce fut interrompu par le bruit d'une voiture remontant l'allée du château. Antoine revenait de Paris un jour plus tôt que prévu. Chapitre 5 – Révélation et confrontation. La voiture d'Antoine s'arrêta devant l'entrée principale du château. À peine avait-il posé un pied sur le gravier de l'allée que Lucas s'élançait vers lui, suivi de près par Léon. Antoine s'agenouilla pour les accueillir, les enveloppant dans une étreinte chaleureuse. « Vous m'avez tellement manqué », murmura-t-il, surpris par l'intensité de ce sentiment après seulement quelques jours d'absence. « Papa », dit Lucas avec excitation. « Léon a parlé !» Il a dit le nom de Manon et bonjour à grand-mère. Antoine se figea, n'osant croire ce qu'il venait d'entendre. Il se tourna vers Léon qui le regardait avec une timidité mêlée de fierté. « C'est vrai ?» demanda-t-il doucement. Léon hocha la tête, puis, rassemblant son courage, murmura « Oui, papa. »
Une vague d'émotion submergea Antoine. Il attira son fils contre lui, incapable de prononcer un mot tant sa gorge était nouée. Ces 3 années de silence, de consultations médicales infructueuses, de nuits d'angoisse, tout cela semblait soudain appartenir à un passé lointain. Relevant la tête, Antoine aperçut Élodie qui se tenait à quelques pas, Manon à ses côtés. Dans leurs regards brillait la même joie, le même sentiment de victoire partagée. Derrière elle, Gisèle observait la scène avec une expression indéchiffrable. « Comment est-ce arrivé ?» demanda-t-il toujours sous le choc. « On jouait à la balle », s'exclama Manon avant que quiconque puisse répondre. « Elle est tombée dans l'eau. Et Léon a dit mon nom, comme ça, d'un coup. C'était naturel, » ajouta Élodie avec un sourire, comme si le mot avait simplement décidé qu'il était temps de sortir. Antoine se releva, tenant toujours ses fils par les épaules. « Je ne sais pas comment vous remercier, » dit-il à Élodie. « Ce que vous avez accompli, ce n'est pas moi, » répondit-elle en secouant la tête. « Ce sont les garçons qui ont fait tout le travail. Et Manon, bien sûr. » Monsieur Antoine, intervint Manon en tirant légèrement sur sa veste. « Est-ce que vous avez rapporté des cadeaux de Paris ? Maman dit qu'on rapporte toujours des cadeaux quand on voyage. »« Manon !» s'exclama Élodie mortifiée. « On ne demande pas ce genre de choses. » Mais Antoine éclata de rire, un rire franc et libérateur qu'il n'avait pas expérimenté depuis longtemps. « Effectivement, j'ai pensé à vous tous, » confirma-t-il en se dirigeant vers sa voiture pour en sortir plusieurs paquets. La soirée qui suivit fut l'une des plus joyeuses que le château ait connues depuis des années. Antoine avait rapporté des jouets pour les enfants, un foulard élégant pour sa mère, qu'il accepta avec une grâce réservée, et un livre ancien de poésie pour Élodie, un geste qui n'échappa pas à l'œil vigilant de Gisèle. Après le dîner, lorsque les enfants furent couchés, Antoine invita Élodie à le rejoindre dans son bureau pour lui raconter en détail les progrès des garçons pendant son absence. La pièce, habituellement austère avec ses bibliothèques en bois sombre et son mobilier massif, semblait plus accueillante ce soir-là, peut-être grâce au feu qui crépitait dans la cheminée. « Je ne sais par où commencer », dit Antoine en lui servant un verre de vin du domaine. « Ces derniers jours à Paris m'ont paru interminables, alors que mon esprit était constamment ici. » « Les contrats se sont bien passés ?» demanda Élodie, acceptant le verre avec un sourire. « Mieux que prévu. Les Américains sont enthousiastes à l'idée de distribuer nos vins sur leur marché. Richard, mon associé, dit que c'est le début d'une nouvelle ère pour le domaine. Je suis heureuse de l'entendre. » Un silence confortable s'installa entre eux. Antoine observait Élodie à la lueur du feu, frappé par sa simplicité élégante. Elle portait une robe modeste. Ses cheveux étaient simplement attachés en chignon lâche. Et pourtant, elle dégageait une beauté naturelle qui le troublait. « Élodie, » commença-t-il. Sa voix soudain plus grave, « Je dois vous avouer quelque chose. » Elle leva les yeux vers lui, attentive mais légèrement inquiète. « Oui, ces derniers mois, depuis votre arrivée, j'ai commencé à ressentir des émotions que je croyais à jamais éteintes, des émotions que je m'interdisais. » Il fit une pause, cherchant ses mots. « Pendant 3 ans, j'ai vécu comme un fantôme hanté par le passé, incapable d'envisager l'avenir. Mes fils étaient la seule raison qui me maintenait debout, et même avec eux, j'étais incapable de véritablement communiquer. » Élodie écoutait sans l'interrompre, son visage reflétant une compréhension profonde. « Et puis vous êtes arrivé avec Manon, » poursuivit-il. « Vous avez apporté une lumière que je ne pensais plus jamais voir. Vous avez rendu la vie à mes fils, et sans le vouloir peut-être, vous m'avez aussi rendu la mienne. » « Antoine, » murmura-t-elle, visiblement émue. « Je sais que c'est compliqué, » s'empressa-t-il d'ajouter. « Il y a tant de considérations, tant d'obstacles. Ma mère, la différence de nos positions sociales, des notions auxquelles je n'accorde personnellement aucune importance, mais que le monde autour de nous érige en barrière. Et puis il y a la mémoire de Juliette. » À l'évocation de ce nom, un voile passa dans son regard. Élodie posa doucement sa main sur la sienne. « Parlez-moi d'elle, » encouragea-t-elle. « Je voudrais la connaître à travers vos souvenirs. » Antoine parut surpris par cette demande. La plupart des gens évitaient soigneusement de mentionner Juliette, par peur de raviver sa douleur. Mais le désir sincère d'Élodie de connaître la femme qu'il avait aimée le toucha profondément. Juliette était lumineuse, commença-t-il les yeux perdus dans le passé. Elle était institutrice dans le village quand je l'ai rencontrée. Je visitais l'école pour une œuvre de charité de la famille, et elle m'a immédiatement impressionné par sa franchise. Elle n'était pas intimidée par mon nom ou ma position. Elle me parlait comme à n'importe qui,
Un sourire nostalgique se dessina sur ses lèvres. Ma mère était farouchement opposée à notre union, bien sûr. Pour elle, j'aurais dû épouser la fille d'un autre viticulteur ou d'un industriel, renforcer la dynastie comme elle disait. Mais j'ai tenu bon et finalement, nous nous sommes mariés. Les premières années ont été magiques. Puis les jumeaux sont nés et notre bonheur semblait complet. Son expression s'assombrit. L'accident est arrivé si vite. Une journée ordinaire qui a basculé en quelques secondes. Il s'interrompit, incapable de poursuivre. « Vous n'avez pas à raconter cette partie », dit doucement Élodie. Antoine hocha la tête, reconnaissant. « Depuis, je vis avec ce poids, cette culpabilité. J'aurais dû être là, j'aurais pu empêcher... » « Antoine, interrompit fermement Élodie, vous ne pouvez pas savoir cela. Personne ne peut prévoir l'imprévisible. La culpabilité est naturelle, mais elle ne change pas le passé. La sagesse de l'expérience, demanda-t-il avec un faible sourire. La sagesse de quelqu'un qui a aussi dû apprendre à vivre avec la perte, répondit-elle simplement. Mon mari Pierre est tombé d'un échafaudage alors qu'il travaillait sur la rénovation d'une cave à vin. Pendant longtemps, j'ai rejoué cette journée dans ma tête, imaginant comment j'aurais pu le convaincre de ne pas y aller ce jour-là. Mais c'était une torture sans fin, qui ne le ramenait pas et qui m'empêchait d'être pleinement présente pour Manon. Antoine la regarda avec une admiration renouvelée. « Comment avez-vous surmonté cela ?»« Je ne suis pas sûr de l'avoir surmonté, » admit-elle. « J'ai plutôt appris à vivre avec, à intégrer cette perte dans mon histoire sans qu'elle définisse tout mon avenir. Et j'ai compris que le meilleur hommage que je pouvais rendre à Pierre était de vivre pleinement, d'élever notre fille dans la joie, plutôt que dans l'ombre de sa perte. » Leurs regards se croisèrent, et dans cette connexion silencieuse, ils reconnurent l'écho de leurs douleurs respectives, mais aussi la possibilité d'une guérison partagée. « Élodie, » murmura Antoine en se penchant légèrement vers elle, « La porte du bureau s'ouvrit brusquement, interrompant ce moment d'intimité. Gisèle se tenait dans l'encadrement, son expression passant rapidement de la surprise à une désapprobation glaciale. « Pardonnez-moi, » dit-elle d'un ton qui démentait toute idée de regret. « Je ne savais pas que vous étiez occupée. »« Mère » soupira Antoine en se redressant. « Y a-t-il quelque chose dont vous avez besoin ? Je voulais simplement te parler des arrangements pour la visite des Mercier ce week-end. Mais je vois que tu as d'autres préoccupations. » Élodie se leva, mal à l'aise. « Je devrais me retirer. Il est tard et Manon se réveille tôt. »« Vous n'êtes pas obligé de partir, » protesta Antoine. « C'est mieux ainsi, » insista-t-elle avec un sourire contraint. « Bonne nuit, monsieur Belrose. »« Madame Belrose. » Elle quitta la pièce en gardant la tête haute, mais Antoine ne manqua pas de remarquer la tension dans ses épaules. Une fois seul avec sa mère, il se tourna vers elle, irrité. « Était-ce vraiment nécessaire, mère ?»« Quoi donc ?» répondit Gisèle avec une innocence feinte. « Interrompre ton tête-à-tête romantique avec l'employé ? Je pense que oui, effectivement. » « Élodie n'est pas une simple employée, rétorqua-t-il. Elle a rendu la parole à mes fils. Elle a ramené la vie dans cette maison. Et pour cela, nous lui sommes tous reconnaissants, concéda Gisèle. Mais la reconnaissance n'est pas de l'amour, Antoine. Tu ne peux pas sérieusement envisager... Envisager quoi, exactement ? La défia-t-il. De vivre à nouveau ? D'être heureux ? De donner à mes fils une famille complète ? Une famille ? Répéta Gisèle incrédule. Avec une veuve sans le sou et sa fille, Antoine, réfléchis à ce que tu dis. Tu es le chef de la famille Belrose. Notre nom représente l'excellence viticole française depuis des générations. Et tu voudrais tout risquer pour un caprice sentimental ? Antoine serra les poings, luttant pour contenir sa colère. Ce n'est pas un caprice, mère, et je ne risque rien du tout. Au contraire, je retrouve ce que j'ai perdu, l'espoir, la joie, la possibilité d'un avenir. Tu es aveuglé par la gratitude et la solitude, insista Gisèle. Cette femme, aussi charmante soit-elle, n'est pas de notre monde. Notre monde ? S'exclama Antoine avec un rire amer. Ce monde d'apparences et de conventions qui nous a si bien réussi. Regardez autour de vous, mère. Pendant 3 ans, nous avons vécu comme des fantômes dans notre propre maison. Toute notre richesse, notre prestige, nos relations, rien de tout cela n'a pu aider mes fils. Mais cette femme qui n'est pas de notre monde y est parvenue en quelques semaines. Gisèle recula légèrement, surprise par la véhémence de son fils. « Tu parles comme ton père », murmura-t-elle, toujours prêt à balayer des siècles de tradition pour une émotion passagère. « Père était un homme sage », répondit doucement Antoine. « Il savait que les traditions n'ont de valeur que si elles servent le bonheur des vivants.
pas si elle les emprisonne. Un silence tendu s'installa entre eux. Finalement, Gisèle soupira, soudain fatiguée. « Tu es adulte, Antoine. Tu feras ce que tu voudras, comme toujours. Mais réfléchis bien aux conséquences. Pas seulement pour toi, mais pour tes fils, pour le domaine, pour notre nom. Je ne ferai rien d'impulsif, promit-il. Mais je ne renoncerai pas non plus à cette chance de bonheur par peur du qu'en dira-t-on. » Gisèle hocha la tête, résignée. « Les Mercier arrivent vendredi, dit-elle, revenant à l'objet initial de sa visite. Richard m'a appelé pour confirmer. Ils resteront tout le week-end. Très bien, répondit Antoine, soulagé de revenir à un sujet moins chargé émotionnellement. Nous les accueillerons comme il se doit. Après le départ de sa mère, Antoine resta longtemps assis devant la cheminée, contemplant les flammes qui dansaient. La conversation avec Élodie avait remué en lui des sentiments profonds, des possibilités qu'il commençait à peine à envisager. Mais les objections de sa mère, bien que formulées avec une froideur qu'il désapprouvait, n'étaient pas totalement dénuées de sens. Le monde dans lequel il évoluait pouvait être cruellement traditionnel, prompt à juger et à condamner ceux qui s'écartaient des conventions établies. Et pourtant, pour la première fois depuis longtemps, Antoine se surprit à rêver d'un avenir différent, d'une vie reconstruite sur les fondations de ce bonheur naissant. Dans sa chambre, Élodie ne parvenait pas à trouver le sommeil. Les paroles d'Antoine résonnaient dans son esprit, mêlées aux avertissements de Gisèle. Elle se sentait prise dans un tourbillon d'émotions contradictoires. La joie d'avoir aidé les jumeaux, la fierté de voir Léon enfin parler, l'affection grandissante qu'elle ressentait pour Antoine, mais aussi la peur de s'aventurer dans un monde qui n'était pas le sien. La crainte de décevoir, de ne pas être à la hauteur. Elle se leva doucement pour ne pas réveiller Manon qui dormait paisiblement dans le lit voisin et s'approcha de la fenêtre. La lune éclairait les vignes qui s'étendaient à perte de vue, ce patrimoine ancestral des belles roses, si différent de sa modeste existence d'avant. Était-elle en train de rêver l'impossible? Ou bien, comme Antoine semblait le suggérer, était-il en train d'écrire ensemble une nouvelle histoire où les différences de naissance et de fortune s'effaçaient devant la force des sentiments partagés? Chapitre 6. Confrontation et choix. L'arrivée des Mercier le vendredi suivant transforma l'atmosphère du château. Des domestiques supplémentaires avaient été engagés pour l'occasion, les pièces de réception astiquées, jusqu'à ce que chaque surface brille, et Marguerite s'était surpassée en préparant un festin digne des plus grands restaurants parisiens. Richard Mercier, associé de longue date d'Antoine et ami d'enfance, était un homme jovial à la carrure imposante et au rire contagieux. Son épouse Camille, élégante et raffinée, apportait avec elle ce parfum d'élégance parisienne qui semblait ravir Gisèle. Ils étaient accompagnés de leur fille Isabelle, une jeune femme de 28 ans, dont la beauté sophistiquée ne passait pas inaperçue. Élodie observait discrètement ses préparatifs, consciente qu'elle n'était pas invitée à participer aux festivités. Elle avait passé la journée à s'occuper des enfants, les tenant éloignés de l'agitation générale. Manon avait protesté, curieuse de voir ces nouveaux visiteurs, mais Élodie avait insisté, comprenant instinctivement que leur présence ne serait pas bienvenue lors de cette réunion entre familles de la haute société. « Pourquoi on ne peut pas dîner avec tout le monde ce soir ?» demanda Manon alors qu'Élodie préparait un plateau pour leur repas dans leur chambre. « Parce que c'est une soirée pour les amis de Monsieur Belle-Rose », expliqua patiemment Élodie. « Des gens importants pour ces affaires. Mais on est important aussi, non ?» insista la petite fille. « Lucas dit que son papa nous aime beaucoup. » Élodie sentit son cœur se serrer. « C'est compliqué, ma chérie. Dans le monde des adultes, il y a différentes sortes de relations. Comme être riche ou pauvre ?» demanda innocemment Manon. Élodie soupira, cherchant comment expliquer ces subtilités sociales à une enfant de 6 ans. « Oui, parfois. Mais ce qui compte vraiment, ce sont les sentiments qu'on a les uns pour les autres, pas l'argent qu'on possède. Alors pourquoi on ne peut pas manger avec eux si les sentiments sont plus importants ?» La logique implacable des enfants. Élodie fut sauvée de cette conversation difficile par l'arrivée inattendue d'Antoine dans la cuisine. Il portait un costume sombre qui accentuait sa silhouette élancée, ses cheveux soigneusement coiffés en arrière. « Je vous cherchais, » dit-il en s'approchant. « Pourquoi préparez-vous un repas séparé ?»« Je pensais que, avec vos invités, » balbutia Élodie, soudain consciente du contraste entre sa simple robe de tous les jours et l'élégance formelle d'Antoine. « Je souhaiterais que vous vous joigniez à nous, » affirma-t-il. « Vous et Manon. Les enfants dîneront ensemble et vous serez à notre table.
Vraiment? S'exclama Manon ravie. On va manger dans la grande salle avec les lustres qui brillent. Antoine sourit à son enthousiasme. Exactement. Mais il faut se dépêcher. Les invités sont déjà arrivés. Antoine, intervint Élodie, baissant la voix, je n'ai rien de convenable à porter pour une telle occasion. Vous êtes parfaite telle que vous êtes, assura-t-il. Ne soyez pas ridicule. Je ne peux pas me présenter ainsi devant vos amis. Antoine hésita, puis acquiesça à contre-cœur. Montez voir Hélène. Elle trouvera quelque chose, j'en suis certain. Une demi-heure plus tard, Élodie descendait l'escalier principal, métamorphosée. Hélène avait déniché dans les armoires une robe de soirée bleu nuit, simple mais élégante, probablement laissée par une invitée lors d'un séjour passé. Légèrement ajustée à sa taille, elle mettait en valeur sa silhouette gracile. Ses cheveux, habituellement attachés en chignon pratique, tombaient en vagues douces sur ses épaules. Antoine, qui l'attendait au bas des marches, resta un instant sans voix. « Vous êtes magnifique », murmura-t-il finalement. « Je me sens terriblement déplacé, avoua Élodie. Votre mère va désapprouver. »« Ma mère désapprouve la plupart de mes décisions, » répondit-il avec un sourire en coin. « C'est presque devenu une tradition familiale. » Il lui offrit son bras et la conduisit vers le grand salon où les invités prenèrent l'apéritif. Manon les suivait, inhabituellement silencieuse, intimidée par tant de splendeur. Élodie avait attaché ses cheveux avec un ruban assorti à sa petite robe de fête, lui donnant l'air d'une princesse miniature. L'entrée d'Élodie dans le salon provoqua un léger flottement dans la conversation. Gisèle, qui discutait avec Camille Mercier, s'interrompit, une expression contrariée traversant fugitivement son visage. Richard, en revanche, s'avança immédiatement, curieux et chaleureux. « Antoine, tu nous caches des trésors !» s'exclama-t-il en s'approchant. « Présente-nous, je te prie. »« Richard, voici Élodie Dufour et sa fille Manon, » introduisit Antoine. « Elles sont des amies très chères qui nous ont apporté une aide inestimable ces derniers mois. » Le mot « ami » flotta un instant dans l'air, chargé de significations implicites qu'Élodie n'osait pas explorer. « Enchanté. »« Madame Dufour » salua Richard en lui faisant un baise-main. « Antoine m'a effectivement parlé de vous lors de son séjour à Paris, mais il a omis de mentionner à quel point vous étiez ravissante. » Élodie rougit légèrement, peu habituée à de tels compliments. « Vous êtes trop aimable, monsieur Mercier. » Les présentations se poursuivirent, Camille se montrant poliment distante, et Isabelle l'observant avec un intérêt calculateur. Les jumeaux, qui jouaient tranquillement dans un coin de la pièce avec les deux enfants Mercier, accoururent dès qu'ils aperçurent Manon. « Tu viens jouer ?» proposa Lucas, tandis que Léon hochait vigoureusement la tête. « Allez-y !» encouragea Élodie en poussant doucement sa fille, soulagée qu'elle ait une occupation. Le dîner fut servi dans la salle à manger d'Apparat, une pièce imposante que dominait une table en chêne massif pouvant accueillir 20 convives. Les enfants furent installés à une extrémité, sous la surveillance d'une domestique, tandis que les adultes occupaient l'autre bout. Antoine avait placé Élodie à sa droite, un geste dont la signification n'échappa à personne, et certainement pas à Gisèle, qui siégeait en face d'eux, son mécontentement perceptible malgré son sourire de façade. La conversation tourna d'abord autour des affaires, des contrats récemment signés à Paris, puis dériva vers des sujets plus légers, la saison culturelle parisienne, les derniers films à succès, les projets de vacances. « Et vous, Madame Dufour ?» demanda soudain Camille d'une voix mielleuse. « D'où venez-vous exactement? Antoine est resté assez vague sur votre parcours. » Élodie sentit tous les regards se tourner vers elle. « Je suis originaire du village voisin, Madame Mercier. J'y ai vécu toute ma vie. »« Fascinant, » commenta Isabelle avec une pointe de condescendance. « Et que faisiez-vous avant de... »« Travailler ici ?»« J'étais aide-soignante, » répondit simplement Élodie. « Puis j'ai arrêté après mon mariage pour m'occuper de ma fille. Après le décès de mon mari, j'ai dû reprendre une activité professionnelle. » Un silence légèrement embarrassé suivit cette révélation. Antoine posa discrètement sa main sur celle d'Élodie sous la table, un geste de soutien qui n'échappa pas à l'œil vigilant de Gisèle. « C'est tout à votre honneur, » intervint finalement Richard, brisant le malaise. « Une mère qui se bat pour sa fille, il n'y a rien de plus respectable. Et vous avez fait des miracles avec les jumeaux, » ajouta Antoine. Ils parlent à nouveau tous les deux. C'est un progrès que 3 ans de thérapie n'avaient pas réussi à obtenir. C'est surtout grâce à Manon, corrigea modestement Élodie. Les enfants ont parfois cette capacité à atteindre des endroits que nous, adultes, ne pouvons plus toucher. Une vérité profonde, approuva Richard en levant son verre.
à l'innocence des enfants et à ceux qui savent la préserver et la guider. Le toast détendit l'atmosphère et le reste du repas se déroula sans incident notable. Plus tard dans la soirée, alors que les invités prenaient le café au salon, Élodie s'éclipsa discrètement pour aller coucher Manon, qui commençait à montrer des signes de fatigue. « Maman », murmura la petite fille, alors qu'Élodie l'abordait, « est-ce qu'on va rester pour toujours au château ?» La question prit Élodie au dépourvu. « Je ne sais pas, ma chérie. »« Pourquoi me demandes-tu cela ?»« Parce que j'aime bien ici. J'aime Léon et Lucas. Et Monsieur Antoine est gentil. On pourrait être une famille, non ?» Élodie sentit son cœur se serrer. Les enfants et leur vision simple du monde. C'est compliqué, Manon. Nous sommes ici pour travailler pour aider les jumeaux. Mais Monsieur Antoine t'aime bien. Je l'ai vu comment il te regarde, comme dans les histoires. Dors maintenant, dit doucement Élodie en embrassant le front de sa fille. Demain est un autre jour. En refermant la porte de la chambre, elle tomba nez à nez avec Isabelle Mercier qui semblait l'attendre dans le couloir. « Pardonnez-moi », s'excusa Élodie, surprise. « Je ne vous avais pas vu. J'espérais justement avoir l'occasion de vous parler en privé, » répondit Isabelle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Marchons un peu, voulez-vous » Intriguée et légèrement méfiante, Élodie acquiesça. Elles s'engagèrent dans le long couloir, leurs pas étouffés par l'épais tapis. « Vous avez fait sensation ce soir, » commença Isabelle. « Antoine ne vous quittait pas des yeux. »« Vous vous méprenez, » protesta faiblement Élodie. « Ne soyons pas hypocrites entre nous, » coupa Isabelle avec un petit rire sec. « Je connais Antoine depuis l'enfance. Nos familles ont toujours été proches. En fait, avant son mariage avec Juliette, tout le monde s'attendait à nous voir ensemble. » Élodie ne répondit pas, incertaine de la direction que prenait cette conversation. « Après le drame, » poursuivit Isabelle, « j'ai respecté son deuil. 3 ans, c'est long, mais je comprends qu'il avait besoin de temps. Récemment, nos familles avaient recommencé à envisager certaines possibilités. Je ne vois pas en quoi cela me concerne, dit Élodie, maintenant sur la défensive. Non, Isabelle s'arrêta, se tournant pour lui faire face. Soyez réaliste, Madame Dufour. Vous êtes une veuve sans ressources, avec un enfant à charge. Vous avez trouvé refuge dans cette maison et, naturellement, vous vous êtes attaché à son propriétaire. Qui ne le ferait pas? Antoine est séduisant, riche, et en ce moment reconnaissant pour ce que vous avez fait pour ses fils. Vous insinuez que je n'insinue rien du tout, interrompit Isabelle. Je constate simplement les faits. Mais laissez-moi vous en présenter d'autres. Antoine Belrose dirige l'un des domaines viticoles les plus prestigieux de France. Sa famille est respectée depuis des générations. Son monde, notre monde, est régi par des codes que vous ne pouvez pas comprendre. Elle fit un pas en avant, baissant la voix comme pour partager une confidence. Croyez-moi, je ne dis pas cela par méchanceté. Au contraire, je cherche à vous épargner une inévitable déception. Antoine peut être attiré par vous maintenant, dans l'euphorie de voir ses fils guérir. Mais tôt ou tard, il reviendra à la raison. Il comprendra que certaines différences ne peuvent être surmontées. Élodie sentit une colère froide monter en elle, mais elle la contint, refusant de donner à Isabelle la satisfaction de la voir perdre son calme. « Merci pour votre sollicitude, » répondit-elle avec une dignité tranquille. « Mais je crois qu'Antoine est parfaitement capable de faire ses propres choix. »« Oh, certainement, » acquiesça Isabelle avec un sourire condescendant. « Mais sera-t-il prêt à en payer le prix ? À voir ses fils potentiellement rejetés par certains cercles, à mettre en péril des alliances commerciales bâties sur des générations d'amitié entre familles. » Ces mots frappèrent Élodie plus durement qu'elle ne voulut l'admettre. N'étaient-ce pas exactement les doutes qui la tourmentaient? « Réfléchissez-y, » conclut Isabelle en tournant les talons. Parfois, le plus grand acte d'amour est de savoir s'effacer pour le bien de ceux qu'on aime. Elle s'éloigna, laissant Élodie seule avec ses pensées troublées. Au lieu de rejoindre la soirée, elle se dirigea vers la terrasse, ayant besoin d'air frais pour éclaircir son esprit. La nuit était douce, le ciel parsemé d'étoiles, et le parfum des vignes montait de la vallée. Vous aussi, vous fuyez les mondanités? La voix la fit sursauter. Richard Mercier se tenait près de la balustrade, un cigare à la main. « Je prenais simplement l'air, » répondit Élodie, sur le point de se retirer pour ne pas l'importuner. « Restez, je vous en prie, » insista-t-il. Je commençais à me sentir seul avec mes pensées. Elle hésita puis s'approcha, gardant une distance respectueuse. « Ma fille vous a parlé, n'est-ce pas ?» demanda-t-il abruptement. Élodie le regarda avec surprise. « Comment savez-vous »
Je connais Isabelle, soupira-t-il, et j'ai vu son expression quand elle est revenue. Elle n'a jamais été douée pour dissimuler sa satisfaction après une intervention. Elle s'inquiète pour Antoine, dit diplomatiquement Élodie. Richard émit un petit rire sans joie. Elle s'inquiète surtout pour elle-même. Isabelle a toujours considéré Antoine comme sa propriété, une sorte de droit acquis depuis l'enfance. Le voir s'intéresser à une autre femme, surtout une femme qu'elle considère comme, pardonnez-moi, socialement inférieure, c'est un coup à son orgueil. Élodie ne répondit pas, touchée par cette franchise inattendue. Ne la laissez pas vous impressionner, poursuivit Richard. Antoine n'a jamais été du genre à se soucier des conventions. C'est d'ailleurs pour cela qu'il a épousé Juliette, malgré l'opposition farouche de Gisèle. Tout le monde semble penser que je devrais partir, murmura Élodie, exprimant pour la première fois ce sentiment qui l'habitait, que ma présence ici est inappropriée. Et vous, qu'en pensez-vous? Je pense aux enfants, répondit-elle sincèrement. Aux jumeaux qui commencent à peine à parler, à s'ouvrir, à Manon qui s'est attachée à eux. Je crains que partir maintenant ne leur cause plus de mal que de bien. Richard l'observa attentivement, puis hocha la tête. C'est exactement pour cela qu'Antoine vous admire, vous savez. Vous pensez aux autres avant vous-même. Il écrasa son cigare et s'apprêta à rentrer, mais s'arrêta au niveau d'Élodie. Un dernier conseil, si je peux me permettre. Ne sous-estimez pas Antoine. Il peut sembler vulnérable en ce moment, mais c'est un homme d'une force rare. Et quand il décide quelque chose, rien ne peut l'arrêter. Ni sa mère, ni la société, ni même ses propres doutes. Sur ces mots, il la laissa seule face à la nuit étoilée, avec encore plus de questions qu'avant, mais peut-être aussi un début d'espoir. Chapitre 7. Le pouvoir des mots. Le week-end avec les Mercier s'acheva dans une atmosphère de tension sous-jacente que seuls les enfants semblaient ignorer. Le dimanche après-midi, alors que les invités préparaient leur départ, Élodie s'occupa de ranger les jouets éparpillés dans la salle de jeu. Son esprit était encore troublé par sa conversation avec Isabelle, et les paroles de Richard n'avaient en fait qu'ajouter à sa confusion. Elle sursauta en entendant des pas derrière elle. Antoine se tenait dans l'encadrement de la porte, l'observant avec une expression indéchiffrable. « Nos invités sont partis », annonça-t-il. « Richard vous transmet ses adieux. Il semblait particulièrement déçu de ne pas vous voir avant leur départ. »« J'ai préféré rester discrète », répondit Élodie, poursuivant son rangement pour éviter de croiser son regard. « Ma présence a déjà suffisamment compliqué les choses. »« Compliqué ?» Antoine s'avança dans la pièce. « Je ne comprends pas. » Élodie hésita puis se redressa, décidant qu'il était temps d'affronter la réalité. « Votre amie Isabelle m'a ouvert les yeux sur certaines réalités que j'avais préféré ignorer. »« Isabelle ?» Le visage d'Antoine s'assombrit. « Qu'a-t-elle pu vous dire ?»« Rien que je n'aurais dû comprendre par moi-même, » répondit Élodie. « Que nos mondes sont trop différents. Que ma présence ici, dans cette maison, dans votre vie, crée des attentes qui ne peuvent qu'aboutir à des déceptions. »« Et vous l'avez cru ?» demanda Antoine, incrédule. « Ce n'est pas une question de croire ou non, » soupira Élodie. « C'est une question de réalisme. Regardez-moi, Antoine. Je suis une veuve du village, avec une éducation modeste et pas un sou. Vous êtes le chef d'une dynastie viticole respectée dans toute la France. Dans quel univers ces deux réalités peuvent-elles s'accorder ?» Antoine s'approcha d'elle, prenant doucement ses mains dans les siennes. « Dans l'univers que nous choisirons de créer, » répondit-il avec une conviction tranquille. « Élodie, je ne suis pas naïf. Je comprends les obstacles, les préjugés, les attentes de ma famille et de mon milieu. Mais après 3 ans à vivre dans l'ombre, j'ai appris une chose essentielle. La vie est trop précieuse pour la sacrifier aux conventions. » Ses yeux cherchèrent les siens avec une intensité qui la troubla. « Ce que vous et Manon avez apporté dans cette maison n'a pas de prix. Vous avez rendu leur voix à mes fils, leur joie, leur capacité à aimer. Et à moi, vous avez rendu l'espoir. »« Antoine, » murmura Élodie, émue malgré elle. « Je sais que c'est rapide, » poursuivit-il, « que nous nous connaissons depuis peu, que le chemin ne sera pas facile. Mais je sais aussi ce que je ressens. Et je veux croire que vous ressentez quelque chose de similaire. » Élodie sentit les larmes lui monter aux yeux. « Bien sûr que je ressens quelque chose. Comment pourrait-il en être autrement? Vous êtes un homme extraordinaire, Antoine. Mais j'ai peur. Peur de ce que cette situation pourrait coûter à vos fils, à votre famille, à votre réputation. »« Mes fils vous adorent, » répondit-il, « et Manon est devenue comme une sœur pour eux. Quant à ma réputation, » il eut un petit rire.
J'ai épousé une institutrice de village il y a 12 ans, contre l'avis de tous. Les mêmes personnes qui s'offusquaient alors étaient les premières à féliciter mon bonheur quelques années plus tard. Le monde s'adapte, Élodie. Ce sont les sentiments sincères qui résistent à l'épreuve du temps, pas les conventions sociales. Leur conversation fut interrompue par l'arrivée impromptue de Gisèle. Elle s'arrêta sur le seuil, observant leurs mains jointes avec une expression indéchiffrable. « Je vous cherchais, Antoine, » dit-elle froidement. « J'aimerais te parler en privé. »« Tout ce que tu as à me dire peut être dit devant Élodie, » répondit fermement son fils. Gisèle soupira, puis entra dans la pièce, refermant la porte derrière elle. « Très bien. J'ai eu une longue conversation avec Richard avant son départ. »« À quel sujet ?» demanda Antoine méfiant. « Au sujet de toi, de cette famille, de l'avenir du domaine. » Elle marqua une pause. « Et aussi au sujet de Madame Dufour. » Élodie se raidit, s'attendant au pire. Antoine resserra sa prise sur ses mains, comme pour lui communiquer sa force. « Richard est plus observateur que je ne le pensais, » poursuivit Gisèle. « Il a remarqué des choses que je refusais de voir, des choses concernant le bonheur retrouvé dans cette maison. La transformation de mes petits-fils et ta propre métamorphose, Antoine. » Son ton s'était adouci, prenant Élodie au dépourvu. Elle s'était préparée à affronter la colère, le mépris, mais pas cette note presque mélancolique. « Que veux-tu dire, mère ?» demanda Antoine tout aussi surpris. Gisèle s'avança vers la fenêtre, contemplant le jardin où les enfants jouaient sous la surveillance d'Hélène. « Pendant 3 ans, j'ai vu mon fils unique se transformer en fantôme. J'ai vu mes petits-fils s'enfermer dans un silence que rien ne semblait pouvoir briser. J'ai vu cette maison, autrefois si vivante, devenir un mausolée de souvenirs. » Elle se tourna vers eux, et Élodie fut choquée de voir des larmes dans les yeux de cette femme qu'elle avait toujours perçue comme inflexible. « Et puis vous êtes arrivée, Madame Dufour. Vous et votre petite-fille. Et en quelques semaines, vous avez accompli ce que tous les spécialistes, tous les médecins, toute notre fortune n'avaient pu réaliser. Vous avez ramené la vie dans ces murs. »« Je n'ai rien fait d'extraordinaire, » murmura Élodie. « Au contraire, » corrigea Gisèle. « Vous avez fait la chose la plus extraordinaire qui soit. Vous avez aimé sans condition. Vos enfants, mes petits-fils et... » Elle jeta un regard perçant à son fils. « Et mon fils aussi, je crois. » Antoine parut stupéfait par cette déclaration. « Mère, est-ce que vous êtes en train de dire que vous approuvez... » « N'exagérons rien, » l'interrompit Gisèle avec un petit sourire inattendu. « Disons que Richard m'a rappelé certaines vérités que j'avais oubliées. Que le bonheur est rare et précieux, que les conventions changent, mais que l'amour sincère est éternel. » Elle s'approcha d'Élodie et, à sa grande surprise, lui prit les mains que son fils venait de libérer. « Je ne vous promets pas que ce sera facile. Je suis vieille, têtue et ancrée dans mes habitudes. Il m'arrivera encore de dire des choses blessantes, de regretter les traditions d'autrefois. Mais je vous promets d'essayer de voir au-delà de mes préjugés pour le bien de ma famille. » Élodie sentit une émotion intense la submerger. De toutes les issues qu'elle avait imaginées, celle-ci était la plus improbable. « Je ne sais que dire, Madame Belle-Rose. Ne dites rien pour l'instant, » répondit Gisèle. « Les actions parleront plus que les mots dans les semaines à venir. » Elle se tourna vers la fenêtre, observant à nouveau les enfants qui jouaient. « Regardez-les. Ils n'ont aucune idée des barrières que nous, adultes, érigeons entre nous. Pour eux, il n'y a que la joie d'être ensemble, de partager et de grandir côte à côte. » Antoine s'approcha de sa mère, posant une main reconnaissante sur son épaule. « Merci, » dit-il simplement. Gisèle hocha la tête, puis s'éloigna vers la porte. « Le déjeuner sera servi dans 1 heure. Ce serait agréable que nous mangions tous ensemble, en famille. » Ce dernier mot résonna dans la pièce longtemps après son départ. Antoine et Élodie restèrent silencieux, absorbant ce changement inattendu. « Je n'aurais jamais cru, » commença Élodie. « Ma mère est pleine de surprises, » sourit Antoine. Sous sa carapace rigide se cache un cœur qui a connu sa part de chagrin. La perte de mon père, puis celle de Juliette qu'elle avait fini par aimer malgré ses réticences initiales. Et voir ses petits-fils souffrir. Il s'approcha d'Élodie, prenant doucement son visage entre ses mains. « Alors ? Maintenant que le dernier obstacle semble s'écarter, qu'en dites-vous? Accepteriez-vous de rester non plus comme employé, mais comme partie intégrante de cette famille ?» Élodie sentit son cœur s'emballer. « Antoine, êtes-vous en train de... » « Pas encore, » sourit-il. « C'est trop tôt, je le sais. Nous avons besoin de temps, tous les deux, pour être sûrs, pour laisser nos sentiments s'épanouir naturellement, sans précipitation. Mais je veux que vous sachiez que pour moi,
Cet avenir ensemble est désormais possible. Souhaitable même. J'ai eu si peur, avoua Élodie. Peur de m'attacher, de vous voir vous attacher, et de devoir tout briser ensuite à cause des conventions. Les conventions ne font pas le bonheur, murmura Antoine. Ce sont les personnes qui le font. Vous, Manon, mes fils. Vous êtes mon bonheur, Élodie. Le reste n'est que détail. Leurs lèvres se trouvèrent pour un premier baiser, doux et hésitant, comme le début d'une promesse. Lorsqu'ils se séparèrent, Élodie vit dans les yeux d'Antoine une lueur qu'elle n'avait encore jamais observée. L'étincelle de l'espoir renaissant, de l'amour qui ose à nouveau croire en l'avenir. 6 mois plus tard, le château des Belles Roses était méconnaissable. Les lourds rideaux qui obscurcissaient autrefois les fenêtres avaient été remplacés par des voilages légers, laissant entrer la lumière. Les pièces austères s'étaient égayées de touches colorées, de fleurs fraîches, de jouets parfois oubliés ici et là. Et surtout, le silence pesant avait définitivement cédé la place aux rires, aux conversations, aux petites disputes et réconciliations qui constituaient le tissu sonore d'une famille heureuse. Ce samedi de printemps, une fête était organisée dans les jardins pour célébrer les progrès extraordinaires des jumeaux. Léon et Lucas parlaient désormais couramment, participaient activement à l'école qu'ils avaient réintégrée et s'ouvraient chaque jour davantage au monde extérieur. Les médecins parlaient de guérisons miraculeuses, les psychologues d'incroyable résilience. Antoine, lui, préférait parler du miracle Manon. La petite fille, devenue la mascotte du château, courait entre les invités, distribuant des parts du gâteau qu'elle avait aidé Marguerite à préparer. Les jumeaux la suivaient comme une ombre, veillant sur elle avec une tendresse protectrice qui faisait sourire les adultes. Gisèle, assise sous un parasol, conversait avec Richard et Camille Mercier, revenus pour l'occasion. Si elle gardait sa réserve naturelle, son attitude avait considérablement changé. Elle incluait désormais Élodie dans les décisions concernant la maison, sollicitait son avis pour certaines réceptions, et surtout, elle montrait envers Manon une affection grandissante, lui apprenant les noms des fleurs du jardin et l'histoire de la famille Belle Rose. Isabelle, en revanche, avait décliné l'invitation, prétextant un engagement à Paris. Personne n'était dupe, mais tous respectaient sa décision. Le temps ferait peut-être son œuvre, guérissant les blessures d'orgueil et ouvrant la voie à de nouvelles relations. Élodie se tenait un peu à l'écart, observant ce tableau de bonheur avec un mélange d'émerveillement et de gratitude. Si on lui avait dit 1 an plus tôt qu'elle se retrouverait ici intégrée à cette famille prestigieuse, aimée et respectée pour ce qu'elle était, elle aurait ri d'incrédulité. Et pourtant la vie avait pris ce tournant improbable, transformant le chagrin en espoir, la solitude en communion. « À quoi pensez-vous avec ce sourire mystérieux ?» demanda Antoine en la rejoignant, glissant un bras autour de sa taille dans un geste devenu naturel au fil des mois. « Je pensais au pouvoir des mots, » répondit Élodie, « ou plutôt, à celui de leur absence. C'est le silence de vos fils qui nous a réunis. Et maintenant que ce silence est rompu, c'est comme si une nouvelle histoire pouvait commencer. » Antoine sourit, sortant discrètement une petite boîte de sa poche. En parlant de nouvelle histoire, Élodie sentit son cœur s'accélérer en reconnaissant un écrin à bijoux. « Antoine, j'ai attendu, » dit-il doucement. « J'ai pris le temps que nous avions décidé de prendre. 6 mois à nous découvrir, à construire une relation au-delà de la gratitude et de l'admiration initiale. 6 mois à voir nos enfants s'épanouir ensemble, à observer votre intégration dans cette maison qui est déjà la vôtre dans tous les sens qui importent. » Il ouvrit l'écrin, révélant une bague ancienne, sertie d'une émeraude entourée de petits diamants. Elle appartenait à ma grand-mère. Ma mère me l'a donnée hier en me disant qu'il était temps qu'elle orne la main d'une femme qui apporterait à nouveau de la joie dans notre famille. Les larmes montèrent aux yeux d'Élodie. « Votre mère a vraiment dit cela ?»« Mot pour mot, » confirma Antoine avec un sourire ému. « Alors, Élodie Dufour, accepteriez-vous de devenir ma femme, la mère de nos enfants réunis, la gardienne de ce foyer que vous avez déjà transformé par votre présence ?»« Oui, » murmura-t-elle, les larmes coulant librement sur ses joues. « Ouais, de tout mon cœur. » Antoine glissa la bague à son doigt, puis l'embrassa tendrement. Autour d'eux, le jardin baigné de soleil semblait vibrer de promesses. À quelques pas, Manon s'était arrêtée, observant la scène avec de grands yeux émerveillés. Les jumeaux l'entouraient, partageant sa curiosité. « Maman ?» appela Manon d'une voix incertaine. « Pourquoi tu pleures ?» Élodie se tourna vers sa fille, essuyant ses larmes avec un sourire radieux. « Ce sont des larmes de joie, ma chérie.
Monsieur Antoine vient de me demander si je voulais devenir sa femme. Et tu as dit oui? Demanda Lucas, les yeux brillants d'espoir. Bien sûr qu'elle a dit oui, s'exclama Léon avec assurance, sa voix autrefois si rare maintenant pleine de confiance. Ça veut dire qu'on va être une vraie famille? Insista Manon s'approchant pour examiner la bague qui scintillait au doigt de sa mère. Nous sommes déjà une famille, répondit Antoine en s'agenouillant pour être à la hauteur des enfants. Cette bague n'est qu'un symbole de ce que nous savons déjà dans nos cœurs. Les jumeaux échangèrent un regard, puis se tournèrent vers Manon. « Tu veux être notre sœur pour toujours ?» demanda Lucas. « Oui !» s'écria la petite fille en sautant de joie. « Et on aura peut-être d'autres frères et sœurs, comme dans les histoires. » Cette remarque fit rougir Élodie et sourire Antoine. L'avenir s'ouvrait devant eux. Plein de possibilités, de défis aussi sans doute, mais ils les affronteraient ensemble, forts de cette famille recomposée par les aléas de la vie et soudée par l'amour le plus sincère. Gisèle s'était approchée discrètement et observait la scène avec une émotion contenue. Lorsqu'Antoine leva les yeux vers elle, interrogateur, elle hocha simplement la tête en signe d'approbation, un léger sourire adoucissant ses traits habituellement sévères. Ce soir-là, longtemps après que la fête se fut terminée, que les invités eurent quitté le château et que les enfants furent couchés, Antoine et Élodie se retrouvèrent sur la terrasse, contemplant les étoiles au-dessus des vignes. « Je n'arrive toujours pas à y croire », murmura Élodie en admirant sa bague à la lueur de la lune, « que tout ceci soit réel. »« C'est pourtant la réalité la plus vraie que j'ai connue depuis longtemps, » répondit Antoine en l'enlaçant. « Vous savez ce qui me frappe? Comment le destin se joue parfois de nos attentes. Il y a 1 an, j'étais un homme brisé, vivant dans une maison silencieuse avec 2 enfants muets. Aujourd'hui, je suis sur le point d'épouser une femme extraordinaire. Mes fils parlent, rient, vivent pleinement. Et cette maison résonne à nouveau de vie. Tout ça grâce à ma fille bavarde, qui ne savait pas qu'on ne devait pas adresser la parole à des enfants silencieux. Sourit. Élodie. Grâce à sa mère aussi, corrigea Antoine en l'embrassant sur le front, qui a su voir au-delà du silence, qui a compris que parfois les mots ne sont pas nécessaires pour communiquer l'essentiel. Ils restèrent ainsi enlacés, savourant ce moment de paix et de plénitude. Au loin, les lumières du village scintillaient, rappelant à Élodie d'où elle venait, le chemin parcouru, les épreuves surmontées. Mais son regard ne s'attardait plus sur le passé. Il était tourné vers l'avenir, vers cette nouvelle vie qui s'offrait à elle, à Manon, à cette famille recomposée par les hasards de la vie et les choix du cœur. « Je t'aime », murmura-t-elle, prononçant pour la première fois ces mots à voix haute. « Je t'aime aussi », répondit Antoine, scellant cette déclaration d'un baiser qui promettait 1000 lendemains. Dans le château endormi, les mots autrefois prisonniers circulaient désormais librement, porteurs de vie, d'espoir et d'un amour qui avait su transcender le silence pour construire une mélodie nouvelle.